à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ping, un podcast sur le leadership conscient. Aujourd'hui, on va parler de cosmologie. Ça va être intéressant, cosmologie d'entreprise, je sais même pas ce que c'est. Ça va être intéressant d'avoir la définition. On va en parler avec Maxime Blondeau. Bonjour. Bonjour. Et Maxime, tu es auteur, professeur, entrepreneur, tu fais plein de trucs, tu veux nous raconter. C'est quoi la cosmologie d'entreprise? C'est quoi la cosmologie d'abord? Parce que cosmologie, ça sonne très astrologie, tu vois. Donc je pense qu'on va parler d'autre chose, mais très curieux de comprendre. La cosmologie, c'est la façon dont on pense le monde. Donc la cosmologie d'entreprise, ce serait une discipline dans laquelle on s'interroge sur la façon dont l'entreprise pense le monde qui l'entoure. Donc évidemment avec des applications dans le domaine de l'écologie, mais aussi sur les sujets technologiques par exemple. Est-ce que la manière dont on pense le monde en France, aujourd'hui, n'est pas liée simplement, entre guillemets, à nos imaginaires collectifs? Alors, c'est une partie du sujet. Donc, en gros, il y a cosmologie qui va être le cadre de pensée du monde et qui va nous permettre d'interpréter individuellement ou quand on est un collectif comme une entreprise, le monde, le territoire, le vivant, etc. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est celui de la cosmographie, c'est-à-dire, là, vraiment, comment est-ce qu'on se le représente, mais graphiquement. Est-ce qu'on le dessine? Est-ce qu'on met des données? Est-ce qu'on met des chiffres? Est-ce qu'on met des informations? Est-ce qu'on fait des photos? Est-ce qu'on a des images? Et donc, cette dynamique, cette articulation entre la cosmologie et la cosmographie, elle relève de trois choses pour moi. D'une part, elle va relever de l'expérience du monde. Donc en gros, tout ce qui va relever par exemple de la sensorialité, les sens, comment est-ce qu'on perçoit le monde, comment est-ce qu'on a cette expérience du monde. Deuxièmement, des récits qu'on en fait. Et là à ce moment-là, il y a la question de l'imaginaire collectif. Donc les récits qu'on en fait, ça va être les histoires, mais ça va être aussi la science, ça va être aussi l'information. Tout ce qu'on raconte en fait sur le monde et la façon qu'on a de le comprendre. Et puis il y a un troisième niveau qui est celui de la technologie, parce qu'en fait les systèmes techniques changent ou orientent la façon dont on va percevoir le monde. Mark Twain disait, pour un marteau, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Grosso modo, ça veut dire que les systèmes techniques qu'on va utiliser, et ça vaut aussi pour une entreprise, vont déterminer la façon dont on va en fait se représenter le monde. Et alors en quoi la cosmologie peut être utile pour une entreprise? Enfin, quel est l'intérêt pour les personnes qui nous écoutent, qui sont quand même principalement des dirigeants ou des gens qui sont en entreprise? C'est quoi l'intérêt pour eux de s'intéresser à ce sujet? Alors, depuis environ 18 mois, j'ai été en contact avec des COMEX, plutôt CAC 40, mais il y a aussi des entreprises de taille moyenne, voire même des PME qui ont des enjeux locaux très forts de représentation du territoire. Donc il y a plusieurs façons d'appliquer ce sujet-là. La première, ça va être plutôt une logique de culture d'entreprise. Une entreprise qui a envie de créer une culture, par exemple, qui va être propice à un engagement, à une mobilisation en faveur d'enjeux carbone ou d'enjeux biodiversité ou d'enjeux de l'eau ou de ressources. Donc c'est plutôt un sujet, on va dire, de dynamique interne. Quelle histoire on se raconte? Comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise qui va être adaptée à des objectifs qui sont fixés par des dirigeants ou fixés par l'entreprise en général? Donc ça, c'est une première dimension. Il va y avoir une dimension plutôt inspiration. Donc moi, j'interviens plutôt auprès de dirigeants COMEX aussi pour leur faire penser les choses de manière différente sur la manière de se représenter le monde. Il va y avoir des dimensions très pratiques, comme par exemple des sujets cartographie. Je fais des audits cartographiques pour des entreprises, par exemple. Je leur demande quelles cartes ils utilisent, pourquoi, qu'est-ce qu'ils mettent comme information dans les cartes et regarder comment est-ce qu'en fait ça traduit une certaine culture. Parce que quand on choisit de faire une carte d'un sujet, d'un territoire, eh bien on y met aussi l'attention que l'on prête à ce territoire-là, puisqu'on peut mettre énormément de choses dans une carte et ce qu'on choisit d'y mettre en dit long sur la culture de l'entreprise. Et puis il y a aussi des enjeux, on va dire, de création de contenu. L'entreprise, elle peut avoir aussi besoin de communiquer à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Et puis il y a des enjeux de représentation. Moi, je fais beaucoup de cartographie, de photographie, d'infographie, de manière de jouer avec les données, et puis aussi d'avoir une vocation pédagogique, donner à comprendre les plus jeunes, mais pas forcément d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on voit que c'est pas forcément les plus jeunes qui sont les moins éduqués en matière de climat, ou en matière de biodiversité, tout en ces enjeux-là. Donc c'est pas
pas forcément aussi simple que ça, mais bon, il y a plein d'applications possibles. Moi, en gros, j'ai 2 entreprises aujourd'hui. Une entreprise qui va être plutôt conseil, formation et conférence, où je suis plutôt seul et je déploie la singularité de mon approche. Et puis, une autre entreprise où là, je suis entouré de plusieurs personnes qui vont être de la création de contenu. Et là, ça va être de la prise de vue, de la cartographie, vraiment de la représentation du territoire. Mais opérationnellement, pour une entreprise, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les entreprises, enfin, les personnes qui travaillent, en tout cas, sont extrêmement occupées, elles passent beaucoup de temps sur des problématiques opérationnelles, plus elles se positionnent, ou en tout cas, elles réfléchissent à la révolution qui est en cours, même certains appellent ça une transition. Elles essaient de voir comment elles peuvent motiver les équipes, etc. Donc, je me demande, opérationnellement, concrètement, donc, comment je peux utiliser ton travail, c'est-à-dire comment ça va m'aider moi au quotidien, pas nécessairement au quotidien, mais comment ça peut m'aider moi à être sans doute plus puissant, plus performant, plus efficace. Il y a plusieurs applications possibles. La première, c'est dans le cadre d'un changement de modèle économique, changement de stratégie. Les exemples commencent à être nombreux. J'ai accompagné peut-être une vingtaine d'entreprises vraiment dans des logiques de transformation de modèle économique. Ouais. Donc là, ça peut être intéressant de faire intervenir la façon dont l'entreprise, en tant qu'organisation, a conscience de ce qui l'entoure. Parce qu'on pense souvent à la façon dont un individu a conscience de ce qui l'entoure, mais l'entreprise, est-ce qu'elle a une meilleure conscience du monde qu'un individu? La plupart du temps, non, en fait. En devenant un organisme pluriel, complexe, on devient aussi aveugle à tout un tas de dimensions de la réalité. Donc il y a cette idée de lucidité collective qui est à construire, et on peut vouloir construire cette lucidité collective pour différents projets, différentes. C'est pour ça que moi je travaille sur vraiment des problématiques et des enjeux qui sont très très variés. Là, en ce moment, avec toutes les transformations réglementaires autour du carbone, autour de la biodiversité, autour de tout ce qu'on connaît, impulsé par l'Europe, c'est vraiment les transformations qui ont lieu essentiellement en Europe, on se retrouve avec soit la tentation de faire un peu de greenwashing, donc de faire un petit peu de communication en disant « Regardez, on a réduit de 7% l'empreinte carbone de nos produits, nous sommes performants ». Ou alors, il y a une volonté vraiment plus profonde de se dire « Bon, on est confronté à un enjeu existentiel de l'humanité sur les prochains siècles. » voire même les prochaines décennies, en réalité. Existentiel, n'exagérons pas, je pense pas qu'on va disparaître dans les prochaines décennies. Ah oui, non. Mais à l'échelle existence de l'humanité se pose sur plusieurs siècles. Vraiment, si on la trajectoire climatique, prenons juste ce problème-là, parce qu'il y en a de nombreux, ne se réduit pas, on est sur un enjeu existentiel. Donc, comment est-ce que l'entreprise intègre cette réalité existentielle? Quand, par exemple, je fais des conférences, on me demande, non pas parce que je parle de sujets nouveaux, mais parce que j'ai une manière d'en parler peut-être qui est nouvelle, soit d'intervenir auprès de dirigeants qui ont la sensation d'avoir relié les points et d'avoir une bonne compréhension des enjeux, mais qui, en fait, comme tout le monde, ont toujours besoin de se rappeler la complexité de ce qui est en train de se produire et la façon dont on peut agir. Mais il y a aussi d'autres échelons d'entreprise, du middle management, des forces commerciales qui ont besoin d'être mobilisées, d'être engagées. Et donc moi, j'enseigne l'anthropologie à Sciences Po et aux Mines de Paris et maintenant auprès de hauts fonctionnaires de l'INSP sur justement la façon dont le territoire est représenté dans les politiques publiques qui vont être conduites, par exemple. Et ce type d'approche, de questionnement sur la façon dont on se représente le territoire peut être aussi utile pour une force commerciale d'une boîte dans un secteur donné. Ça peut être dans le numérique, ça peut être dans le logement, ça peut être dans la construction, ça peut être... Donc, cette approche anthropologique, cosmologique, cosmographique, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est très synthétique. Elle vise une synthèse des enjeux. Et donc, du coup, ça rend cette approche-là beaucoup plus digérable, peut-être, parce que moins experte. C'est pas une approche experte, c'est une approche qui essaye de synthétiser et de comprendre, d'appréhender les enjeux d'une manière globale. Et ça, d'une certaine manière, c'est aussi ce que je propose sur les réseaux sociaux avec mes publications quotidiennes. C'est quelque chose qui fait du bien, en fait, à l'esprit. Certaines personnes apprécient se dire « Ah, ok, j'ai une vision globale, je ne vais pas plonger dans une expertise technique extrêmement poussée, mais j'essaye de relier les enjeux entre eux. »
Et ça peut avoir des vertus dans vraiment opérationnelles, je veux dire, dans plein de domaines. Ne serait-ce que la mobilisation et l'engagement des équipes, par exemple. Selon toi, quand on parle des polycrises, je ne sais pas si c'est un terme que tu utilises, mais tu expliqueras. Qu'est-ce que les entreprises, enfin les personnes qui travaillent, comme Excodir, ont compris et n'ont pas compris des problématiques en cours? Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai été en contact avec plusieurs dirigeants et ce que je constate, c'est que ce qui est compris et ce qui n'est pas compris diffère vraiment de la position dans laquelle le dirigeant se trouve. Position en tant qu'aux manettes d'une structure, qui du coup, comme je le disais précédemment, est une organisation technique, donc a une certaine vision du monde, qui vient du fait qu'elle est organisée de telle manière. C'est le Mark Twain, tous les problèmes ont la forme d'un clou pour un marteau. Et puis, il y a aussi la question de temporalité. Les entreprises ne sont pas toutes au même niveau de maturité. On va avoir une entreprise qui a entamé vraiment des logiques de transformation il y a 10 ou 20 ans sur le climat, le carbone, ou sur la réduction de la facture énergétique, ou sur l'économie circulaire, la matière, la façon dont on représente la matière dans son business. Il y a des degrés de maturité qui sont très très différents. Donc, qu'est-ce que les dirigeants ont compris ou pas compris? De mon point de vue, moi ça fait que 1 an et demi, 2 ans que j'accompagne des dirigeants sur ces sujets-là, ça varie à chaque fois. En revanche, ce qui est commun, alors c'est drôle parce que juste avant ce podcast, je suis tombé sur un article du Monde qui m'a fasciné. C'est un syndrome qui a été observé mais pendant des milliers d'années et qui là vient d'être vraiment documenté, qui est le fait qu'il y a certaines personnes qui deviennent aveugles et qui ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'en fait elles sont aveugles, mais elles vont nier à un point tel leur nouvel état qu'elles ne vont pas accepter le fait qu'elles ne voient pas une certaine partie de la réalité. En général, c'est pas aveugle à 100%, mais peut-être 90%. Et surtout, elles vont faire fonctionner leur imagination à un tel point qu'elles vont se représenter le monde et vont être persuadées qu'ils ne sont pas aveugles. Et donc, il y a toute une mécanique sur des équipes médicales qui doivent aller en douceur expliquer à ces personnes-là qu'elles sont aveugles. Donc, c'est en général des personnes âgées qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, ou à qui il est arrivé un événement grave. Et en fait, je trouve ça fascinant parce que ça implique que le cerveau a la capacité d'aller se représenter des éléments sur lesquels, en fait, on est totalement aveugle, pour boucher des trous, en fait, avec notre puissance de l'imagination. Et on ne se rend pas compte, et même on nie notre propre aveuglement. Mais d'une certaine manière, c'est un point commun que je peux observer quand je vais travailler avec une entreprise qui a vraiment une conscience très aiguë des enjeux matière, par exemple. Je prends un exemple, on va dire, dans le domaine de la construction. Ils ont une compréhension des enjeux matière. Réemploi, économie circulaire, de manière générale, ça va être plus mature que certains autres domaines. En revanche, sur le domaine de l'artificialisation, de la compréhension des enjeux du sol, ils vont être totalement aveugles. Mais pourtant, ils ne vont pas se représenter eux-mêmes comme tels. Donc ça, c'est le point commun des dirigeants avec lesquels je travaille, c'est qu'ils vont en fait avoir des angles morts énormes. Parce qu'ils sont à la tête d'une mécanique, d'un paquebot parfois, ou de sociétés plus agiles aussi, mais qui se représentent le monde avec un certain prisme, et qui du coup vont pas intégrer l'autre partie de la réalité. Et donc moi, mon travail cosmographique, donc qui va être, on utilise des cartes pour se représenter un territoire, là on doit se représenter les dimensions qu'on souhaite. Donc moi je travaille surtout sur la biosphère. Certaines entreprises vont être très fortes sur la représentation de la biosphère, le vivant, le végétal, l'animal, mais alors très peu sur la géosphère. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se représenter les territoires géographiques, ils ne vont pas nommer les lieux, ils vont vivre dans un monde hors sol, fait de flux, et qui n'intègre pas les réalités du territoire, et donc qui n'intègre pas aussi, par exemple, les réalités, les identités culturelles, les populations, parce qu'ils se représentent le monde comme un monde de flux uniquement. Et puis, les sujets techniques, et donc la dimension gouvernance technologique. Donc moi, je travaille beaucoup sur géosphère, biosphère, géosphère, technosphère. C'est ça que j'appelle un peu territoire, et qui fait partie de la cosmographie que je propose aux entreprises. Il y en a certaines qui sont très fortes sur certains points, et complètement aveugles sur d'autres. Moi, ce que j'ai remarqué, et je suis assez surpris d'ailleurs, quand je parle avec des organisations, ça dépend lesquelles, bien sûr, les niveaux sont très différents d'une entreprise à l'autre, mais quand même, ce que j'observe, c'est que je connais peu de grandes organisations qui n'aient pas bougé sur les problématiques climat. Et du coup,
ils te disent, quand tu leur en parles, « Ah ben non, mais c'est bon, nous, en fait, c'est réglé. Enfin, on est en marche, on est en ordre de marche. On a encore des choses à faire, bien sûr, mais franchement, on a bien compris. Et on sera au rendez-vous en 2030 et il n'y a pas de souci, quoi. » Et c'est étonnant parce que tu vois bien que c'est pas vrai. Tu vois, si c'était vrai, ça serait génial, je te l'ai dit. Mais tu vois bien que en fait, elles sont dans une sorte d'incompétence inconsciente, finalement. Ou en tout cas, partiellement, sans doute. Est-ce que toi, c'est la même observation que tu fais, ou est-ce que c'est justement partiel, ou est-ce que, enfin, je serais curieux de comprendre, toi, ton regard là-dessus. Alors, la plupart du temps, quand on parle des objectifs 2030, on parle des enjeux climat, donc des enjeux carbone. Ce qui est déjà une grosse réduction de la problématique. Voilà, c'est déjà un très gros sujet parce que ça a des effets systémiques et c'est une transformation industrielle majeure que notre continent est en train de mener. Pour rappel, c'est des chiffres que je donne souvent, mais depuis l'an 2000, on a réduit notre facture d'émissions de carbone de 25% à peu près, en exportant la moitié. Mais on a quand même réduit, on est le seul continent à avoir réduit autant nos émissions de carbone et on vise 100%. Enfin, la neutralité carbone pour 2050. Et donc là, on est en 2024, on est presque à moitié on est au quart de siècle, quoi. Ouais. Il ne nous reste plus qu'un quart de siècle pour atteindre cet objectif, qui va être très très difficile à atteindre. Pour autant, il y a des objectifs à 2030, des objectifs à 2050, qui, pour certaines entreprises, sont sur la bonne voie. La trajectoire est la bonne. Pourquoi ? Parce que, et moi je le constate, c'est très clair, il y a une prise de conscience phénoménale, extraordinaire qui est en train d'avoir lieu. Il y a des mécaniques réglementaires, il y a des actions d'ordre managérial, organisationnel, RH, formation, colossal. C'est vraiment incroyable. Par contre, il y a des espèces de biais. Derrière la notion de neutralité carbone, derrière les notions de compensation, derrière les notions on va dire, de manière de fixer les objectifs, puisque la façon dont on fixe les objectifs dans le cadre réglementaire est négociée, et donc il est négocié pour être atteignable, et donc il est probable qu'une grande partie des objectifs soit atteinte, ce qui est une bonne nouvelle, mais il est quasi certain que la majorité du problème ne sera pas résolue. Déjà, tu peux nous expliquer ça, parce que moi je suis assez d'accord, mais du coup je suis curieux d'avoir ton explication, pardon. Il y a deux phénomènes qui peuvent expliquer, on va dire, le fait que ce qui est en train de se produire est une bonne nouvelle, mais n'est pas du tout suffisant. C'est nécessaire, mais c'est pas du tout suffisant. Le premier, c'est ce qui va être lié à la distribution des émissions sur la planète aujourd'hui. Le sujet climat, c'est un sujet qui a ceci d'extraordinaire, qu'il est global. Ouais. Et c'est un des premiers gros sujets globaux avec peut-être... la couche d'ozone. La couche d'ozone, oui. Mais encore même avant, il y avait eu des sujets, par exemple la baleine. La chasse à la baleine qui a été interdite dans les années 40 avec les Nations Unies. Ça, c'était des sujets globaux. Mais bon, là, on est sur un sujet global d'un autre niveau avec un enjeu existentiel qui est pour nous, pour l'humanité. Donc le premier, c'est la répartition des émissions. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'Europe est certes leader, mais que alors la Chine annonce une neutralité CO2 pour 2060. Les États-Unis oscillent un petit peu en ce moment et c'est difficile de vraiment se projeter sur l'avenir. Donc à l'échelle planétaire, on n'est pas du tout sur une trajectoire de réduction, ce qui est le cas en Europe. Donc du coup, en 2050, est-ce que les entreprises françaises, européennes répondront aux objectifs? Sans doute en grande partie, et c'est génial, à l'échelle mondiale, le problème ne sera pas résolu. Deuxième point, c'est la question de l'effet rebond, c'est-à-dire que si on produit des organisations et des systèmes techniques qui sont plus efficaces, dans la mesure où on est dans des systèmes qui continuent à croître en matière de production, de consommation, d'intensité des transactions économiques, ce qui est le cas, le problème ne sera pas résolu, même si on est... pas infiniment, si on est significativement plus efficace. Donc c'est pour ça que la question que je pose, c'est celle de la conscience. Donc de la conscience qu'une organisation, est-ce qu'une entreprise, une organisation, parce que je travaille aussi avec le public, par exemple des collectivités, elle doit avoir une certaine conscience du monde. Aujourd'hui, elle est tendance, par exemple, avec...
les évolutions récentes du Code civil, les notions de raison d'être, les notions d'engagement de l'entreprise dans la société, on voit que oui, l'entreprise en ce moment, elle est en train un petit peu de regarder autour d'elle et de prendre conscience de son rôle et de son impact sur le monde. Mais cette conscience-là, pour moi, elle n'a pas de fin. C'est peut-être une des missions du genre humain qui est d'augmenter sa conscience du vivant, du végétal, de l'animal, du sol. Et en fait, on est loin d'avoir terminé. Donc, pour moi, rester dans une approche où on se dit qu'on doit en permanence apprendre et développer notre conscience individuelle et collective, c'est un excellent moyen de continuer à croître et continuer à se fixer des objectifs ambitieux. Ça veut dire que c'est jamais fini et le climat, la question du carbone, n'est qu'un tout petit chaînon dans ce phénomène de transformation. Même si c'est important, bien sûr. C'est marrant parce que, effectivement, juste pour donner l'exemple, mais si on divise par deux le carbone produit, en fait, si tu multiplies par 2 la production, du coup, à la fin, tu reviens à 0. Et c'est marrant que tu parles de conscience au moment où on parle de conscience d'entreprise, au moment où on parle de conscience de l'IA. Enfin, au moment où on en parle. On en est très loin. Mais en tout cas, on parle beaucoup de l'IA qui va détruire l'humanité, etc. J'imagine que t'es familier avec ces sujets. Est-ce que, finalement, la problématique fondamentale, c'est pas une problématique d'intention? C'est-à-dire, finalement, c'est quoi mon intention? Est-ce que mon intention, c'est de continuer à faire du business as usual en prenant soin, entre guillemets, de faire moins de carbone, en essayant de faire au mieux? Donc c'est moins pire, à la réalité. Ou est-ce que mon intention, c'est de changer mon rapport, parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que ce système de croissance purement financier, en fait, ça marche pas. Enfin, il y a l'équation, on ne sait pas. Enfin, comme tu le sais, on ne sait pas. On sait un tout petit peu, mais pas vraiment déconnecter le carbone et la finance. Est-ce que derrière ça, c'est pas une question d'intention dans un modèle qui est très monocentré, hein, c'est pas. Oui. Alors le mot sur lequel je travaille beaucoup, est très proche, c'est celui de l'attention. Alors en effet, moi j'ai 2 champs d'expertise. J'enseigne aux mines sur les sujets d'écologie du numérique. À Sciences Po, mon cours que j'ai depuis 6 ans s'appelle la programmation du monde. C'est-à-dire la façon dont on se projette les évolutions, dont on programme les réalités du monde, quand on fait de la programmation sur un territoire, quand on programme. Et en fait, c'est très lié au sujet numérique. Donc mes 2 gros sujets, c'est l'écologie et le numérique, justement. Et à quel moment ça se rejoint ? Ça se rejoint sur les sujets attentionnels. C'est-à-dire à quoi est-ce que l'on prête attention ? Ou vers quoi est-ce que l'on porte notre attention ? Et c'est très lié, c'est assez évident avec la notion de conscience. Parce que l'attention, c'est la direction vers laquelle, c'est plutôt le phénomène par lequel on va projeter son esprit vers quelque chose. Ouais. Et la question du choix, est-ce qu'on a choisi de projeter son attention vers quelque chose, ou est-ce qu'en fait, on a un paysage technique ou un milieu attentionnel, c'est valable aussi dans le monde des médias, qui va en fait orienter notre attention, et on n'est plus si... c'est surtout très valable dans le milieu des médias, c'est-à-dire qu'en fait, les gens se croient libres. Absolument. Mais en fait, on n'est absolument pas libre. On est totalement manipulé en permanence. Pas totalement, heureusement. Enfin, mais en tout cas, très largement. Voilà, on est très influencé par notre paysage attentionnel. Exactement comme ce que l'on fait dans la vie quotidienne est très influencé par le paysage technique. Si on prend une voiture et qu'on va sur une route et qu'on va dans notre maison et qu'on fait tel ou tel geste, c'est parce qu'on a un paysage technique qui nous influence. Et on oublie parfois de prendre en considération la façon dont notre milieu technique ou notre milieu attentionnel, en fait, oriente nos actions et nos choix et nos décisions. Donc ça, c'est valable aussi pour la question de l'entreprise. L'entreprise, elle est elle-même un système technique, elle va interagir avec le monde. À quoi va-t-elle prêter attention ? Donc il y a ces notions d'intention et notions d'intelligence aussi. Donc c'est là où ça vient se mêler avec les enjeux d'intelligence déléguée, intelligence artificielle. Quelles sont les données que l'on collecte et comment est-ce qu'on les traite, qu'est-ce qu'on en fait. Donc le numérique évidemment joue un grand rôle ici. Et puis il y a la notion de conscience qui vient derrière, c'est-à-dire la manière dont on va intégrer ces données, on va les traiter, on va en faire quelque chose, on va raconter une histoire et on va projeter une certaine vision sur le monde.
En gros, il y a ça fait vraiment partie de la cosmographie au sens où je l'entends, puisqu'il y a cette idée de l'information, quelles sont les données que l'on traite, il y a cette idée de récit que l'on en fait, et il y a aussi cette idée qu'on oublie souvent quand on est dans le monde de l'entreprise et qui me paraît crucial, qui est celui de l'expérience sensorielle directe. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où on se coupe de plus en plus de nos propres sens, et donc si on se retrouve à avoir 1000 employés dans une entreprise qui sont dans des cages, j'exagère volontairement, dans des cages à lapins ou dans des mines toute la journée, il y a peu de chances que l'entreprise collectivement développe une conscience du territoire et du monde dont il dépend qui soit à la hauteur d'une interaction viable, durable, etc. Donc toutes ces notions-là participent de ce qu'on pourrait appeler la conscience d'une entreprise. Ça a l'air ésotérique, hein, mais ça a des répercussions très concrètes, par exemple, notamment en matière de comptabilité. Aujourd'hui, ce qui est en train d'évoluer en matière de système comptable, c'est justement la manière dont une organisation technique, comme une entreprise, mais qui est aussi humaine, perçoit, se représente la réalité du monde et son interaction, plus seulement au niveau financier, mais aussi au niveau humain, aussi au niveau environnemental. En termes de matière, moi j'espère qu'un jour, il n'y aura pas seulement des bilans carbone, il y aura des bilans matière, par exemple. Et qu'on ait un chiffre sur, voilà, mon entreprise, elle a un taux de circularité de 42%, il faut qu'on soit à 60% l'année prochaine. Ça me paraît plausible dans le siècle. Il va y avoir des transformations de ce type de perception, et ça passe par une forme d'ouverture collective au territoire, qui inclut le vivant, le géographique, et le technologique. Biosphère, géosphère, technosphère. Moi, c'est comme ça que j'ai décidé un peu de structurer le... Quand tu parles d'environnement technique, ça me fait penser un peu à cette phrase qu'on a entendue, enfin que moi j'ai entendue en tout cas, je sais pas si c'était pendant le Covid, mais tiens, il y a une biche au milieu de la route, ou tu peux te dire, tiens, il y a une route au milieu de la forêt. Qui est la même phrase, mais qui est pas du tout la même manière de voir le monde. Oui. Oui. Ce à quoi on prête attention collectivement n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est le fruit d'un certain nombre de déterminismes, mais ça n'est pas définitif. Et justement, ce à quoi on prête attention, et ça c'est quelque chose qui m'anime, hein, c'est pour ça aussi que parmi les choses que j'ai fait ces dernières années, j'ai aussi cofondé avec d'autres le premier éco-syndicat en France, donc c'est un syndicat écologique qui s'appelle le Printemps écologique, on a lancé en 2020, ça va faire la 4e année que ça existe, et qui accompagne plusieurs milliers de personnes maintenant hein, dans des entreprises à aller amener dans le champ du dialogue social ces enjeux écologiques et technologiques. Est-ce qu'il est possible de discuter à l'intérieur d'une entreprise, de ce à quoi nous décidons de prêter attention collectivement. Qu'est-ce qui est important pour nous ? Est-ce qu'on hiérarchise les valeurs d'une certaine manière ? Est-ce qu'on en fait un sujet de discussion ? Alors on n'est pas sur le champ classique du dialogue social qui va s'attacher à des enjeux peut-être plus immédiatement vitaux tels que le salaire, la protection sociale, des enjeux qui sont prévus par le Code du travail. Nous, à l'origine, quand on a lancé le Printemps écologique il y a quelques années, on s'était dit dans le Code du travail, il n'est pas prévu d'espace pour aller négocier de ces enjeux-là à l'intérieur de l'entreprise, pour aller contribuer à une gouvernance technique, des enjeux écologiques et à la façon dont la transition est menée dans l'entreprise, ou la façon dont notre entreprise agit sur un territoire et interagit avec l'eau d'un territoire, interagit avec les forêts d'un territoire, le vivant. Moi, je crois que c'est possible de discuter ensemble, d'aménager un espace dans lequel on va discuter de ce à quoi on prête collectivement attention. Et je pense que c'est même... ça devrait être ça un peu la politique, d'une certaine manière. Et je sais que les cartes sont un objet qui est très cher pour toi. La cartographie de manière générale. Est-ce que la cartographie, ça permet de faire ça justement ? Enfin, quel rôle tu donnes aux cartes ? Pourquoi c'est si important pour toi d'avoir des cartes dans une entreprise ? Et c'est vrai que ça se perd en général. Enfin, je sais pas au quotidien des entreprises, mais j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de cartes pour beaucoup d'entreprises.
Par rapport aux décennies précédentes, il y en a de moins en moins en fait. Alors autant les cartes sont de plus en plus présentes dans nos vies, hein. Google Maps, c'est 1 milliard d'utilisateurs chaque jour, c'est colossal. C'est la carte la plus utilisée de l'histoire de l'humanité. Mais dans l'entreprise, dans les années 80, quand il y avait beaucoup de prospectives territoriales issues, en France par exemple, c'était vraiment né à l'époque du général de Gaulle, et puis jusque dans les années 80 avec la DATAR, les enjeux d'aménagement, toutes les grandes entreprises, notamment industrielles, ou dans la construction, ou dans l'énergie, utilisaient énormément de cartes. Ça faisait vraiment partie de la façon de travailler. Ça s'est perdu. Je ne citerai pas l'entreprise en question, mais j'ai accompagné un COMEX d'une très grosse société dans le domaine de l'énergie qui a supprimé tous ses services cartographiques il y a une quinzaine d'années. Et qui du coup aujourd'hui ne produit plus du tout de cartes. C'est-à-dire qu'elle se représente les réalités économiques dont elle est dépendante par des flux, par ceux qui rentrent, par ceux qui sortent. Et en quoi c'est grave? En quoi c'est problématique? En fait, ça déterritorialise totalement. C'est-à-dire qu'on parle souvent de cette notion d'ancrage territorial, on parle aussi de ces logiques de hors-sol. En fait, ne plus se représenter les territoires sur lesquels on agit, parfois sur lesquels on embauche des personnes, parfois sur lesquels qu'on pollue parfois aussi, bien sûr. ou tout simplement avec lesquels on interagit. On a un impact, que ce soit par la lumière, par les substances, par les systèmes techniques, avec le vivant, avec le végétal, avec l'animal. Le fait de ne plus se le représenter du tout va pas du tout nous aider à intégrer ces dimensions-là dans le business model ou à y prêter attention. Mais en quoi c'est important que je les intègre dans mon business model? Pardon, je t'ennuie, mais je le fixerai. La première raison évidente, c'est que on est en Europe aujourd'hui sur une pression réglementaire qui va grandissante et en fait les entreprises vont avoir besoin maintenant de présenter ce que moi j'appelle une responsabilité territoriale, c'est-à-dire qu'à l'endroit où elles se trouvent, les entreprises, que ce soit des lieux de production ou des services qui embauchent énormément de personnes, il va avoir une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis du territoire. Donc ça, je pense que ça va. Pour moi, l'avenir de la RSE, c'est la responsabilité territoriale. C'est-à-dire que ça va. C'est une manière un peu simpliste d'en parler, mais ce que ça veut dire, c'est que le territoire va représenter les enjeux humains, les populations locales, le lien avec les associations, le tissu économique local, mais aussi le vivant, les enjeux environnementaux, le végétal, l'animal, etc. Les ressources énergétiques, les matières premières. Et donc, en gros, le territoire va probablement devenir un peu l'espace dans lequel la responsabilité de l'entreprise va être posée. C'est la deuxième raison. Et puis, la troisième raison, qui est en fait la plus importante, c'est que c'est vital pour l'entreprise d'intégrer ces enjeux-là parce que on a bâti des mécaniques dans lesquelles on a évacué. Jean-Baptiste Say, ça c'est une phrase qui m'a... Dans une de mes conférences, je parle de la façon dont on a évacué les réalités territoriales de nos modèles économiques qui nous servent aujourd'hui à piloter ces organisations qu'on appelle entreprises ou même collectivités, puisqu'en fait c'est les mêmes logiques. Donc ça part de l'humanisme et de la Renaissance. En fait, moi je pense que ça part du néolithique. On a complètement transformé notre vision du monde. En gros, avant le néolithique, on était chasseurs-cueilleurs et on se représentait le monde comme un espace-temps cyclique qui allait nous fournir ce dont on avait besoin. Et puis ensuite, on a décidé de créer de la production en devenant agriculteur sédentaire au moment du néolithique. Et là, il s'est passé une transformation colossale de la représentation du monde dans laquelle on est toujours. Et moi, je pense qu'on est toujours au néolithique. On est toujours en train d'accumuler, d'extraire, d'exploiter au maximum le territoire sur lequel on se trouve. Et il faudrait qu'on passe à une autre étape. Mais au-delà de ça, plus récemment, les logiques économiques modernes sur lesquels on s'appuie, ont volontairement et de manière très explicite évacué les dimensions physiques, biologiques et géologiques du territoire des business models. Jean-Baptiste Say disait « Les ressources naturelles sont inépuisables, la preuve, elles sont gratuites, nous ne les intégrerons pas dans les modèles économiques. » Ça, c'est au milieu du 19e siècle, c'est assez récent. Donc, en gros, on a fait ça pendant 150 ans, c'est en train de changer. Mais d'ailleurs, ça a changé vraiment au milieu du 20e siècle avec la commission Palais, qui est un peu le coup d'envoi de la prospective dans le monde. C'est les Américains qui ont fait ça. Et le Club de Rome, le rapport Meadows, est en fait la continuité de la commission Palais, où on a un président américain
C'était Eisenhower, si je ne me trompe pas, au début des années 50, qui se dit « Peut-être que les ressources naturelles sur la Terre sont limitées. J'aimerais que vous me fassiez un petit peu la comptabilité de toutes les ressources de la Terre. » Pour voir où est-ce qu'on se place. Voir si, en fait, comment c'est réparti. Et ils avaient appelé ça « Resources for Freedom ». Bon, c'était à l'américaine. Mais en gros, c'était la première prise de conscience un petit peu de « Et si on intégrait la réalité des ressources naturelles dans les business models et aussi dans les politiques publiques ?» Parce que ça va jouer un rôle majeur. Enfin, là où je te suis, parce que c'est vrai que tu pourrais te dire, bah oui, mais en fait, territorial, après tout, nous, on va chercher le soja qui nourrit le bétail au Brésil, on va chercher le silicium. Alors, je vais dire des bêtises sur le silicium. Non, mais ouais, j'avais le silicium en tête, mais le lithium, en tout cas, un certain nombre de terres rares, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Chine ou voilà, on va aller chercher le pétrole en Russie, un peu moins maintenant, maintenant en Algérie j'imagine un peu plus. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de problématiques géopolitiques liées il y en avait bien sûr, mais quand même réduites, liées aux matières premières. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il y a deux problématiques qui se posent. Il y a une problématique climatique, c'est-à-dire que, évidemment, transporter de l'eau par bateau, c'est pas forcément le truc le plus écolo, mais aussi, il y a des problématiques géopolitiques. Alors, d'abord, géopolitique, comme le fait que les plus grandes, si je me trompe pas trop, c'était une carte que tu avais montrée, la plus grande réserve d'eau potable, elle est plutôt en Russie, si je me trompe pas. Enfin, réserve naturelle, hein, j'entends. Le plus grand lac Baïkal, non, c'est ça ou... Bon, en tout cas, la Sibérie est un immense réservoir d'eau. Ouais. Voilà. Donc ça pose un petit problème. Et il y a maintenant des batailles géopolitiques de savoir où est-ce qu'est le pétrole, où est-ce qu'est l'eau, où est-ce que machin, où est-ce qu'est le truc, parce que du coup, les pays vont commencer à se concentrer sur leur marché intérieur, plus le marché autour d'eux, pour s'assurer de ne pas tomber en guerre avec les pays autour. Donc ça commence à rentrer en ligne de compte, et là aussi peut-être les cartes elles ont un enjeu. Oui, alors les cartes elles sont souvent, je dirais un peu, alors c'est très juste, mais je dirais justement que les cartes ont non c'est pas du tout l'inverse, c'est exactement ça, mais les cartes ont souvent été utilisées en fait pour de la géopolitique. Oui. Napoléon disait, qui a un peu inventé la discipline moderne de la géographie, enfin, en tout cas qui a eu une influence sur elle, parce que la première société de géographie c'est Paris, 1821 en France. Oh, wow. Okay. Et Napoléon disait, je sais plus si c'était ses mots exacts, mais grosso modo, la géographie, ça sert à faire la guerre. Donc avec cette idée que représenter les territoires, c'est extrêmement utile en matière de géopolitique, en matière de conflit de territoire, tout simplement. Je crois que justement, la géographie, ou en tout cas la manière de se représenter le territoire dans la dimension géosphère, donc ce que j'appelle cosmographie, pour rappeler, c'est géosphère, mais c'est aussi biosphère, le vivant, et c'est aussi technosphère technique. Mais si on se limite à cet enjeu géosphère, et donc la cartographie qu'il y a derrière, en effet, on a fait beaucoup de géopolitique. En fait, je pense que c'est pas du tout nouveau, les enjeux de géopolitique. Les rapports d'équilibre mondiaux ont été tellement déséquilibrés sur les derniers siècles que, en fait, ceux qui maîtrisaient les enjeux géopolitiques planétaires étaient les mêmes. Et du coup, c'était assez rassurant pour ceux qui se trouvaient de ce côté-là du monde. Et là, aujourd'hui, les équilibres sont en train de se transformer, donc ça crée des tensions, mais c'est pas du tout nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, et ça c'est une transformation cosmologique, c'est-à-dire une façon de penser le monde qui s'est produite au début du XXe siècle, quand on a conquis l'Antarctique. En gros, l'Antarctique, 1911, ça y est, c'est le dernier continent que l'être humain a conquis, donc la planète, elle est finie, on a conquis toute la planète. Et à partir du moment où on réalise qu'on est sur un globe qui est fini, qui est limité, et que les tissus économiques et toutes les histoires qu'on se raconte sur le monde, il y a eu 2 guerres mondiales juste après, là, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui a changé. Pour la première fois, la planète Terre, on a beau faire de la géopolitique, la planète Terre tout entière est limitée, avec des ressources limitées. Et le fait qu'on se mette à intégrer ça implique non seulement ces logiques de compétition, de lutte, de conflits territoriaux, de géopolitique, mais aussi, et c'est ce qui m'intéresse encore plus, de comment est-ce qu'on peut établir des rapports
territoriaux, des manières de produire, de distribuer, de subvenir à nos besoins qui soient beaucoup plus circulaires et respectueux des ressources préexistantes et qu'on les entame pas, mais qu'on les utilise de manière beaucoup plus efficace et pas seulement au niveau global, aussi au niveau local, et en articulant le local et le global. Parce que la carte, elle sert à se représenter les enjeux de l'eau, du pétrole, de l'énergie au niveau mondial, mais elle sert à représenter aussi quelles ressources on a sur le territoire sur lequel on se trouve, quelles sont les vulnérabilités du territoire sur lequel on se trouve, les risques inhérents à l'eau, à l'hydrologie. C'est passionnant et c'est en même temps quelque chose qui est en train d'arriver dans le monde de l'entreprise. Il y a de plus en plus de grands groupes qui se mettent à intégrer dans leur logique d'investissement purement financière les enjeux hydrologiques. Pourquoi ? Parce que les réalités qui sont en train de changer en matière d'exposition à des risques hydrologiques, donc grosso modo, disons, inondation ou sécheresse sur des territoires, peut avoir des impacts sur des chaînes économiques, des clients, des fournisseurs qui sont extrêmement concrètes, extrêmement opérationnelles. Et en fait, avoir conscience des risques hydrologiques, par exemple, ce qui n'a pas été fait pendant les dernières décennies, mais qui est en train d'arriver, c'est un enjeu très concret, opérationnel, de façon de conduire un business sur 1 ou 2 décennies, ou même quelques années, puisque ça va très très vite. Mais c'est qu'un seul exemple. Ça peut être pour un autre secteur, un enjeu beaucoup plus matière, par exemple la pierre, pour ceux qui font de la construction. Ou le sable, en l'occurrence. Alors, le sable, c'est vraiment un enjeu. C'est la deuxième ressource la plus consommée au monde après l'eau. Ouais. Et à la différence de l'eau, qui reste d'une certaine manière assez intacte, en tout cas pour l'instant. Il y a toujours autant d'eau sur la planète. Il y aura toujours autant d'eau. Après, qu'elle soit potable ou pas potable, c'est une autre discussion. Ouais. Mais il y aura toujours autant d'eau. Un tout petit peu qui sort. Un tout petit peu. Elle va où ? Mais elle sort dans l'espace. Ah bon ? Ouais. Mais vraiment de manière infinitésimale. Et dans 1 milliard d'années, il y aura la quasi-totalité encore de l'eau, mais il y en a un tout petit peu qui sort, ça a été démontré. Je ne savais pas. Et on vient de découvrir qu'il y a de l'eau à l'intérieur de la Terre, dans le manteau terrestre, plusieurs océans en fait, quasiment la même quantité que ce qui se trouve à la surface des océans, qui est sous forme de vapeur d'eau à l'intérieur de la Terre. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'eau, il y en a, mais le gros problème de l'eau, c'est la façon dont on la mobilise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on l'utilise, parce qu'en fait, on s'accapare 2/3 aujourd'hui des cours d'eau planétaires sont entravés, utilisés par l'être humain, avec des barrages, etc. Donc on commence en fait à utiliser presque toute l'eau de la Terre. Pas toute, heureusement, mais on va peut-être y arriver à un moment donné. Donc c'est plus un enjeu de mobilisation, la question de l'eau. Qui l'utilise et qui ne l'utilise pas. Qu'un enjeu vraiment de consommation de ressources comme le pétrole, qui en fait, on consomme du temps quand on consomme du pétrole. On consomme 65 millions d'années de pression géologique, et ça, pour le retrouver, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on voit les Finlandais qui vendent des icebergs aux gens de Dubaï pour rafraîchir leur piscine, c'est... J'ai vu cette histoire, mais j'ai pas vu que c'était les Finlandais. C'est pas Finlande ? Peut-être que c'est pas la Finlande, je sais plus quel est le pays, c'est l'un des 3, mais c'est assez flippant quand même. Mais, Oui, bah ça pour moi, ça relève de... Alors, il y a un sujet sur lequel je travaille beaucoup qui est celui de la croyance. Parce que l'attention que l'on prête aux choses, la façon dont on se représente le monde, ou la culture d'entreprise dont on parlait globalement, elle relève beaucoup de la croyance. Il y a une phrase que j'aime bien utiliser, d'ailleurs, ça correspond à mes 3 piliers de la cosmographie. La première, c'est une chose n'est pas vue parce qu'elle est visible, elle est visible parce qu'elle est vue. Bien sûr. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on fait, ça rejoint les notions d'intention et d'attention, à partir du moment où on fait l'effort de regarder quelque chose, il y a tout un tas de nouvelles réalités qui émergent, et elles étaient là, elles étaient visibles, mais on ne les voyait pas. Donc en fait, l'acte même de prêter son attention ou de porter son attention sur une direction spécifique, ça nous permet de voir de nouvelles choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il ne suffit pas de voir quelque chose pour le croire. En fait, il faut le croire pour le voir. Il y a énormément de choses qui nécessitent qu'il y ait une croyance préalable qui va nous permettre de constater, de comprendre, mais même en fait de voir une certaine réalité. Et donc c'est là que tous les enjeux de récit et les enjeux d'histoire qu'on se raconte, la dimension narrative, elle joue un rôle crucial dans la cosmologie. En anthropologie, quand on va parler des cosmologies, par exemple des peuples natifs d'Amérique ou d'Asie du Sud-Est, en fait, on arrive très très vite sur du religieux, on arrive très très vite sur la croyance et la façon dont on se représente le monde. Et donc, en fait, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ces enjeux d'iceberg qui sont vendus à Dubaï, c'est clairement, on est sur un sujet où il y a un problème de croyance. C'est-à-dire que les gens qui vendent et qui achètent ça ne croient pas en l'imminence d'un danger
pour l'humanité qui soit lié aux enjeux climatiques. Et donc on est vraiment sur une question Ou juste ils veulent faire du profit, hein, tu vois. Peut-être qu'ils y croient, mais qu'ils se disent, bon, après tout, perdu pour perdu. Non, je sais pas ce qu'ils se disent, hein, j'en sais rien, mais... Non, mais moi non plus, mais en tout cas, ils n'ont pas pris conscience, parce qu'il y a parfois des choses qu'on sait, mais dont on n'a pas vraiment conscience, parce qu'on... En fait, il y a, comme j'ai dit ça dans d'autres épisodes, mais il y a une différence entre savoir, comprendre et intégrer. Mais, ouais. Alors, conscience, ce serait intégrer. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu peux savoir, tu peux comprendre, mais parce qu'on pourrait se dire, après tout, quelqu'un qui prend sa voiture, il devrait savoir que ça a un impact, alors qu'il est tout seul et qu'il pourrait y aller à pied, ou en métro, ou avec un transport en commun. Mais il le fait quand même parce que c'est son petit confort, parce que machin, parce que truc. Mais parce que déterminisme technique aussi. Oui. Parce qu'on est dans un paysage technique, et c'est pour ça que moi je vais pas, dans mon approche sur les réseaux sociaux, à l'individu. Parce que l'individu, il est cerné par un milieu technique qui est beaucoup plus fort que lui. Aujourd'hui, donc l'individu a un rôle à jouer, notamment pour aller créer un collectif suffisamment agentif, qui a un effet sur le monde suffisant pour changer le système technique qui l'entoure. C'est ça qu'on doit faire, c'est lourd, c'est dur, mais c'est ce qu'on est un peu en train d'essayer en Europe de faire, et puis dans d'autres régions comme la Chine aussi. Mais le collectif joue un rôle, et donc ça passe par justement la programmation du monde. Donc j'ai enseigné pas mal aux mines, à Centrale ces dernières années, pour essayer de comprendre aussi, alors pour transmettre aux étudiants, mais aussi pour essayer de comprendre la façon dont ces gros dispositifs techniques qui sont construits sur des décennies, ces programmations techniques, ces investissements, ces infrastructures sont pensés. Comment est-ce qu'on le sont pensés? Parce qu'en fait, par exemple, là, on parle par exemple, pour l'avenir la flotte de véhicules électriques, ça fait 25 ans que c'est déclenché, donc c'est plus maintenant que ça se programme, mais on va dire peut-être l'hydrogène, ou peut-être les énergies renouvelables, qui sont encore pour des décennies vont être en développement. On est sur des logiques de programmation, c'est-à-dire comment est-ce que les ingénieurs vont se projeter. Très rarement, ils se projettent la façon dont ces infrastructures techniques vont produire un effet sur les utilisateurs dans la représentation du monde, dans la conscience qu'ils vont avoir de ce qu'ils vont vivre et ce qu'ils vont faire. C'est pas intégré, parce qu'on met en place des systèmes pour qu'ils produisent un certain effet, qui soit efficace, mais on n'intègre pas ce que l'anthropologie et toutes les sciences humaines appellent la sociotechnique, c'est-à-dire les effets sociaux. Un système technique, en anthropologie technique, ça a été démontré maintes fois, un système technique, ça fait pas que produire un effet, ça produit un ordre socio-culturel, ça produit des idées, ça produit des croyances, ça change la société dans la façon dont elle s'organise. Mais est-ce que... Tout ça aussi. Et je t'ai entendu le dire par ailleurs, mais quand tu parlais tout à l'heure du cerveau paléolithique, on est encore là, d'une certaine manière. Donc, alors, paléolithique, c'est on va dire, depuis que l'humanité existe jusqu'à moins 12 000 ans, ça c'est le paléolithique, donc la préhistoire un peu profonde, chasseur-cueilleur. Et après, néolithique. Néolithique, oui, pardon. Révolution néolithique, c'est 12 000 ans. Jusqu'à aujourd'hui. De l'agriculture. Moi, ce que j'appelle, jusqu'à aujourd'hui, mais les préhistoriens disent pas ça. Mais moi, je dis qu'on est encore au néolithique. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans, et du coup, ça nécessite... Parce qu'en fait, la problématique dans ce que tu décris, que ce soit pour les dirigeants, mais que ce soit pour les consommateurs, à peu près pour l'intégralité des êtres humains, c'est de détricoter la manière dont notre cerveau fonctionne, parce que notre cerveau fonctionne encore sur des peurs, sur une réaction au stress, etc., qui est très archaïque en réalité. C'est-à-dire que notre cerveau, il n'a pas évolué des tonnes par rapport aux problématiques qui sont face à nous. Alors d'abord, il est très facilement manipulable, ça c'est la première chose, mais aussi, on fonctionne avec un système de croyances ancré, très profond, c'est-à-dire, on parle d'instinct, là, on ne parle pas de croyances conscientes, qui est complètement déconnecté de la réalité. Et c'est peut-être ça aussi le plus gros enjeu pour nous, non ? Oui, il y a de ça. Alors moi, je suis pas un adepte de ceux qui pensent que on va dire l'empreinte biologique, la programmation biologique dont on est, entre guillemets, les héritiers, dès la naissance, est si puissante que ça. Je crois au contraire que le cerveau humain a une plasticité extraordinaire, et c'est probablement ce qui fait une de nos spécificités en tant qu'être vivant, c'est qu'on a une plasticité cérébrale
extraordinaire. Donc en fait, on peut apprendre tout le temps. Et on peut changer, et on peut comprendre, et on peut développer sa conscience. J'en suis persuadé. En tout cas, c'est un acte de foi. Je veux croire ça. Mais parce que je le constate tous les jours. En étant prof, on constate tout le temps qu'il y a des prises de conscience qui peuvent avoir lieu. Moi, quand je publie chaque jour, j'essaie de faire en sorte que chaque jour, une personne au moins qui lise quelque chose se dise « Ah bah tiens, j'ai pris conscience de quelque chose dont je n'avais pas conscience hier ». Donc ça, c'est important. Après, c'est exactement ça. Je pense qu'on est encore très imprégné d'états d'esprit archaïques qui ont 12 000 ans d'âge, qui viennent d'un moment où on sortait d'un âge glaciaire et il fallait survivre à tout prix. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais en fait, c'est encore le cas pour des comportements archaïques qui existent, comme par exemple le meurtre. Aujourd'hui, il y a certaines régions du monde où, en fait, tuer ou être tué, c'est une réalité quotidienne. Et donc, on se retrouve dans un environnement où ces mécaniques archaïques, elles sont de fait le lot de la vie de certaines personnes. On a la possibilité de bâtir des sociétés, de créer des conditions pour développer des libertés et des états de paix, puisque c'est ce qu'on souhaite, qui nous permettent de développer notre niveau de conscience, et donc de grandir, et donc d'accéder à une nouvelle façon de penser le monde. Et je pense que la direction qu'il faut choisir, c'est une direction dans laquelle on sort enfin du néolithique. Le néolithique, c'est quoi ? C'est exploitation et extraction du sol, appropriation du territoire et accumulation des objets. C'est ça qui s'est passé, en gros, après quelques millions d'années de chasseurs-cueilleurs. Et à moins de 12 000 ans, on a commencé à faire ça. Et je crois qu'il est possible de passer d'une logique d'exploitation et d'extraction du territoire, donc de la géosphère et de la biosphère, à une logique de responsabilité. C'est-à-dire que être, par exemple, leader ou dirigeant d'un territoire, ce serait pas dire « ce territoire est à moi », ce serait dire « ce territoire, j'en suis responsable ». Et je veux le maintenir dans un état de santé qui soit viable, qui soit durable et qui permette. Voilà. Donc c'est complètement une autre manière de voir. Hein. Et on n'est pas encore, à part peut-être certains leaders visionnaires, pionniers, on en parlait, qui existent, et il y en a de plus en plus, et c'est passionnant de voir ça. On a une étape de bascule générationnelle à l'échelle de l'histoire de l'humanité qui est passionnante. Mais en même temps, c'est un moment dangereux parce que quand on traverse des moments de mutation comme ça, on s'expose aussi à des retours en arrière très brutaux. Et donc, on en est là. Ouais, on en est vraiment à ce moment-là. Est-ce que tu utilises, toi, le terme de transition ou de révolution ? Est-ce que tu as l'impression qu'on vit une révolution industrielle ? Moi, j'emploie le terme d'évolution. D'évolution, ni transition, ni révolution. Oui, parce qu'en fait, je m'inscris vraiment dans le temps long. On est sur moins 12 000 ans, et là, en fait, on arrive à un stade où on va sortir de cette époque de... Les logiques de crise, j'ai pas répondu à la question tout à l'heure sur polycrise, c'est un constat. On a une perception de plus en plus fine de la multiplicité des crises qui nous entourent. Crise sociale, crise technologique, crise économique, crise politique, crise géopolitique, financière. Voilà. La crise est devenue le lot des sociétés modernes contemporaines. Tout est en crise. Mais sans doute parce que le tout est en crise. C'est une crise du tout. C'est ça que j'appelle la cosmologie, la représentation du monde. On est dans un moment de mutation totale de la façon dont on se représente le monde. C'est en crise ou c'est la crise du tout alors ? C'est la crise du tout. C'est la crise du tout. C'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a une sensation que tout est en crise parce que ce qu'on appelle tout, c'est-à-dire la façon dont on se représente le monde, est en crise. Par exemple, le succès phénoménal depuis l'an 2000 de ce qu'on appelle le platisme, donc qui est une vision du monde qui va en fait être en opposition frontale et assumée avec le discours scientifique, avec les médias, avec, on va dire, ce qui va être appelé la pensée unique, c'est-à-dire l'idéologie dominante, et arriver à échafauder une représentation du monde contestataire, en réalité, de la Terre est plate, on nous ment, et que ça représente aujourd'hui, d'après les derniers sondages instituts, en France, entre 8 à 10% de la population. Ce qui est fou. Aux États-Unis, 25 millions de personnes. C'est un vrai phénomène. Pour moi, c'est pas l'idée que cette idéologie
gagne du terrain en tant que tel. C'est plutôt le symptôme du fait que notre représentation du monde dans son ensemble est en mutation. Et que du coup, au moment où il y a des mutations comme ça, il y a des espaces vides, des brèches qui se créent. Et là, du coup, il y en a certains qui utilisent ces espaces, ces incertitudes, ces angoisses aussi, qui naissent pour avoir un certain agenda politique. Voilà. Donc, en effet, moi, je crois que plutôt que de dire qu'il y a plein de crises, en fait, mon approche, c'est de dire que la façon dont on représente le tout, le monde dans lequel on est en crise. C'est une crise du tout. Et comment une entreprise, pour revenir au sujet, peut gérer cette évolution? C'est-à-dire qu'en fait, on est là face à des dirigeants qui se disent « Ok, bon, on est dans la crise du tout. Moi, j'ai ma barque à faire... » J'ai ma barque à faire tourner, entre guillemets. Comment je fais en sorte de la faire évoluer, pas trop vite non plus, parce qu'avoir raison trop tôt, c'est pas non plus la bonne chose. Mais on a envie d'être visionnaire quand même, pionnier. Un pionnier, c'est quelqu'un qui a un peu raison trop tôt, malgré tout. Sans être non plus complètement à la bourre, sachant que en plus, il y a une double contrainte qui est et technologique et écologique. Comment je navigue tout ça? Alors, la première chose à faire pour moi, c'est ce que je propose, c'est de se représenter le monde. Donc, c'est vraiment de faire un travail graphique. Moi, j'ai déjà bossé avec des boîtes qui, rien que se représenter graphiquement sur une carte les flux, où sont nos fournisseurs, comment est-ce que la matière qu'on utilise est transportée, par quoi. En fait, c'est des choses que certaines personnes savent, les acheteurs le savent, etc., mais tout le monde ne le sait pas. Et en fait, se représenter la façon physiquement et spatialement, en fait, et puis ou dans le temps, mais spatialement, l'impact de l'entreprise dans le monde, ça va générer des prises de conscience qui sont colossales. En fait, c'est vraiment la vision du monde, mais au sens littéral du terme, qui prend forme, ce qu'on pourrait appeler la morphologie de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment la manière dont elle prend forme dans l'espace. Et ça, c'est une première étape à faire, parce que en fait, ça révèle des sujets qui ne sont pas forcément traités par les entreprises. On disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que la carte, elle est géniale pour ça? Et pourquoi est-ce que la carte, elle apporte des choses? Parce qu'en fait, la carte, c'est une pensée synthétique. C'est-à-dire qu'elle vient en une image unique mettre de l'information complexe. Elle vient rassembler des informations complexes. Donc ça crée aussi, ou ça entraîne à une méthode de pensée, une méthode de production et de traitement de la donnée qui est spécifique, à la différence d'un tableur Excel qui en fait va être beaucoup plus linéaire dans sa manière de représenter les choses. D'autre part, elle participe de la création d'un récit. Donc une histoire, c'est de la donnée, c'est de la science, mais c'est aussi un récit, c'est une histoire qu'on se raconte parce qu'on va décider si on décide sur une carte de représenter les montagnes ou les fleuves, avec les flux de, j'en sais rien, de pétrole, si on utilise du pétrole, ou de plastique, on raconte pas la même histoire. Donc en fait, quand on construit une carte, il y a aussi une dimension très narrative qui participe de ces enjeux de croyance et de représentation du monde. Et enfin, la carte, elle a une dimension, j'ai envie de dire esthétique et sensorielle, qui participe aussi de la culture de l'entreprise et la façon dont on a envie d'agir sur... Donc là, c'est plus de la com interne, par exemple, mais ça peut être aussi de la com externe, et puis aussi des enjeux stratégiques de représentation des flux et de l'espace. Donc, la première étape, pour moi, c'est de mieux se représenter l'espace sur lequel l'entreprise a un impact et qu'elle doit intégrer à son modèle, parce qu'il y a des vulnérabilités qui vont émerger et il y a des forces aussi peut-être. Et des incohérences. Des incohérences ou au contraire des grands atouts sur lesquels il faut miser. Donc il y a plein de choses passionnantes à faire dans ce qu'on peut appeler la cartographie d'entreprise. Et puis après, face à cette crise du tout, il y a la conscience de l'espace, puis aussi la conscience du temps, qui est extrêmement précieuse. Ça, c'est ce que les prospectivistes font depuis longtemps. Mais si on intègre les enjeux, donc moi que j'appelle cosmographiques, donc les enjeux géographiques, donc géosciences aussi, le climat, ça participe de la géoscience, mais les enjeux biosphère, biodiversité, et les enjeux technologiques, si on crée de la prospective et qu'on va faire matcher les enjeux économiques avec cette vision prospective du temps, et qu'on le coupe
ou qu'on l'associe à une réflexion sur l'espace, et ben on se retrouve sur la sphère que moi je propose d'étudier, qui est celui de la cosmographie, c'est-à-dire la représentation du monde. Et en fait, il y a des applications extrêmement concrètes. Moi, j'accompagne des boîtes dans la construction ou dans le numérique, sur les enjeux impact du numérique, prise en considération de l'impact du numérique sur le matériel et sur l'immatériel, qui sont très très concrètes et qui se répercutent dans des usages quotidiens, et puis dans des choix d'investissement et des renoncements aussi. Des renoncements en matière de clients, de fournisseurs. Voilà, paradoxalement, on part de la tentative d'avoir une vision très holistique des enjeux à des actes qui sont très concrets, quotidiens et... En même temps, on ne peut pas vraiment faire l'économie de la vision holistique dans une problématique holistique. C'est-à-dire que je crois qu'on essaie encore de répondre à des problématiques holistiques ou des problématiques systémiques par des réponses analytiques. Et en fait, ça colle pas. C'est ce que tu disais au tout début sur la problématique du carbone. C'est-à-dire que le carbone, c'est notre manière analytique de répondre à une problématique qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'elle est trop complexe. Alors qu'en réalité, tu es obligé d'avoir une réponse holistique. Ou en tout cas avoir une vision holistique, c'est un peu... Oui, mais c'est bien de commencer par du linéaire quand même. C'est quand même bien de commencer quelque part. Oui, donc du coup c'est utile, mais il faut vraiment toujours garder à l'esprit que c'est pas du tout suffisant et que c'est qu'une première démarche d'apprentissage et de comptabilisation, de se sentir comptable de la relation entre l'entreprise et son environnement. Mais ça va déjà dans la bonne direction. Mais en effet, c'est trop linéaire. Et le fait que ce soit trop linéaire participe de cet aveuglement dont on parlait au début. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on voit bien les choses, mais comme on est sur un mode de représentation qui est plus-moins, on va dire, matière carbone, elle est plus-moins, on voit pas le reste, et qui est tout aussi vital, et dont on est tout aussi dépendant. La chute de la biodiversité. Parfois, moi, je donne des chiffres. Parce que l'avantage de ma posture sur ces enjeux-là, c'est que du coup, je vais être très synthétique et que les chiffres vraiment les plus essentiels, je les ai bien en tête et je les donne. Et parfois, il y a des mâchoires qui tombent. Pourtant, c'est des trucs, moi je l'ai entendu 200 fois, et les gens qui sont vraiment dans l'écologie, ils l'entendent 200 fois. Mais la plupart des gens qui sont pas trop, 70% de la biodiversité qui a disparu en 50 ans, il y a des gens encore aujourd'hui dans mes conférences qui disent « Non mais attends, c'est pas vrai, 70% de la population animale a disparu là sur les 50 dernières années, depuis que mes parents sont nés ou depuis que je suis né, 70% des animaux ont disparu ?» Oui. Là, il y a plus de béton en masse sur la planète Terre que l'ensemble de la biomasse. Donc il y a plus de béton que de vivants sur la planète Terre depuis 2020, et on est sur un ratio qui pourrait être de x3 en 20 ans, 2020-2040. Je vois encore des gens qui sont, je le répète, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qui n'ont pas pris conscience de ces enjeux-là et de la rapidité avec laquelle on modifie, on transforme le monde, et ça nous met, nous, en danger. Pas que nous, en détruisant le monde animal, le monde végétal et l'océan. On se met, nous, en danger. Mais donc, en fait, en rappelant ces très, très grandes sphères de réalité, on crée des guides d'action quand même. Et en fait, certaines entreprises vont être sensibles à certains sujets. Dans la construction, le sujet matière, par exemple, il est très sensible. Le sujet sol, territoire. Dans le sujet numérique, ça va être beaucoup plus des sujets attentionnels qui vont être liés aux usages, à la priorisation des usages qui devient cruciale. Là, par exemple, demain, j'interviens auprès de la BPI, auprès de dirigeants de PME, et je vais sur des logiques d'atelier poser la question, c'est dans le cadre de l'écologie du numérique. Donc, d'abord, l'impact du numérique est une technologie dite immatérielle ou dématérialisée. Et là, depuis quelques années, on réalise que pas du tout. Elle a un impact de plus en plus matériel, mais que, en fait, il serait trop linéaire de prendre en considération juste la logique plus-moins impact, économie d'énergie, économie de matière du numérique, si on ne prend pas en considération les logiques d'écologie de l'attention, c'est-à-dire la façon dont on utilise le numérique. Parce que si on utilise le numérique pour de plus en plus et qu'on est à plus 25% de croissance des données par an, c'est le cas depuis une dizaine d'années, plus 25% de croissance de données par an, et qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, on va se retrouver avec tous les bénéfices qu'on pourrait avoir à une logique très linéaire de plus-moins et de compensation de l'impact du numérique, compensés par l'effet rebond. Et donc, du coup, on est obligé à un moment donné de se poser la question de la priorisation des usages. Donc, ces gens de la PME, je vais les mettre dans des scénarios où je vais leur dire, imaginons, vous êtes obligés, parce qu'il y a une crise géopolitique, de faire une réduction de 50% de vos usages du numérique.
qu'est-ce que vous choisissez de garder sur ces 50%? Et en fait, ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Mais à la fin, à chaque fois que j'ai fait ces exercices-là, et puis j'ai d'autres scénarios, mais en gros, le but, c'est de se mettre dans une optique où on se pose la question de la priorisation des usages. Donc, on hiérarchise et on décide ce à quoi il faut prêter davantage attention qu'à d'autres choses. Mais à la fin, ces participants sont plutôt contents d'avoir fait cet exercice-là, parce qu'on leur demande pas de le faire. Oui, la priorisation dans un monde infini. Exactement. On ne demande pas de faire ça. Exactement, mais c'est ça qui a changé au XXe siècle. C'est pour ça qu'on va sortir du néolithique. C'est parce qu'on sort d'un monde infini. Le néolithique, c'est on perçoit le monde comme infini. Le territoire qui nous entoure va pouvoir produire à l'infini tout ce dont on a besoin, ce qu'on désire. Et le numérique est peut-être la manifestation la plus extraordinaire de cette quête de l'infini, parce qu'on a été persuadé là pendant 20 ans que le numérique était totalement infini. Oui. Depuis l'an 2000, en gros. Le numérique, c'est infini, mais pas du tout. Le numérique consomme énormément d'énergie, énormément de matière, énormément d'eau. Et donc, on commence à réaliser que c'est aussi une technologie finie. Et ça coïncide avec le XXe siècle, qui est celui où on réalise que notre planète Terre est elle aussi finie. Donc en fait, si on résume en une seule idée, le passage qui est en train de se produire, c'est celui-là. C'est passer d'un monde infini à un monde fini. Mais ça n'empêche pas d'être... et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Ça n'est pas une mauvaise nouvelle. Enfin, je veux dire... moi, je dis souvent, quand je réfléchis à cette question-là, que la poésie, c'est justement l'idée de faire de contraintes, un certain nombre de pieds, des choses parfois encore plus belles que la prose. Donc, d'une certaine manière, accepter des contraintes, accepter la finitude du cadre dans lequel on évolue, ça peut aussi être une très bonne nouvelle. Et on peut aussi faire des choses tout aussi extraordinaires avec ça. C'est ce que je crois, en tout cas. Parfait. Merci beaucoup, Maxime. C'était super. Écoute, merci pour ce temps. Non, merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a inspiré d'une certaine manière, en tout cas permis de comprendre le monde de manière un peu différente. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt.